Make my day. Bonjour et bienvenue dans cette opération frisson spéciale. Il faut danser. Watch me now. Hey. Ben ouais mes braves, chanter c'est bien. Para bailar la bamba. Okay, that's good. That's good. Mais danser avec les moves et le sens du rythme de Donnie Yen, c'est encore mieux. Et la chanson, c'est ça, hein. C'est même pas moi qui l'invente, hein. Non, je vous rassure, ce n'est pas une spéciale comédie musicale, ça n'a même strictement rien à voir, mais les films que j'ai sélectionnés ce mois-ci me donnent envie de gesticuler comme Richard Gottener, d'enchaîner rond de jambes et pattes bourrées comme Baryshnikov, voire de remater Flashdance. Mais j'ai quand même un petit doute là-dessus. Mais alors Baryshnikov, il... Oh, quoi Baryshnikov? C'est un danseur étoile, c'est ça? Oh là là, les mecs, il m'a fait la même question tout à l'heure. Mais vous sortez d'où, quoi? Baryshnikov, c'est comme je te disais, Mozart. Tout simplement parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à voir des inédits malins, des grosses machines old school ou des petits films bourrés d'envie de cinéma. Des films emplis de maladresse, absolument inégaux, fragiles, trop référencés sans doute, et qui finiront probablement dans les abîmes oubliés du 7e art, mais qui sont pétris de bonnes intentions, qui comprennent les genres qu'ils investissent et qui croient encore à la puissance évocatrice de la mise en scène et du cinéma comme métier d'artisan. J'y croyais pas, j'étais mort de rire tout seul dans mon fauteuil quand je regardais. Il y en a un qui a compris ça dans sa vie, c'est Steven. Il n'y a pas un film où il danse. Attends, j'essaye de réfléchir. Il n'y a pas un film où il danse. Schwarzy, il a dû danser dans un film, si. Jet Li, je m'en rappelle plus, mais je pense que je l'ai déjà vu danser. Bruce Willis, il danse. Vin Diesel, t'as pas besoin de film, tu vas choper sa vidéo, là. Sylvester Stallone. Challenge, mec. Mais, et on réserve ça pour la fin, le meilleur, c'est quand même... Bref, je sais pas pourquoi je parle de ça. Aucun grand film ce mois-ci donc, mais des œuvres sans prétention qu'on a envie de prendre dans ses bras et de défendre contre ceux dont l'horizon se limite à la projection sur pellicule de leur ego ou à celle sur grand écran de leur fantasme. Bref, revenir à échelle humaine, bref. Oh là 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 là, si tu me fais danser trop tôt le matin, après j'ai plus d'énergie pour dire les textes, hein. Bref, revenir à échelle humaine, déranger les indignations toutes faites, et puis se farcir une bonne fight à l'ancienne entre bonhommes. Perso, je trouve ça 1000 fois plus intéressant que deux abrutis en plein Oedipe de maternelle qui rasent le monde en CGI parce que maman, elle leur a pas dit je t'aime. Bitch. Vous l'aurez compris, comme d'habitude, on va donc commencer par un film qui n'a strictement rien à voir avec ce que je viens de dire. Scène des temps, on attaque cette émission avec un tout petit film paradoxalement trop attendu, simplement parce que l'ombre tutélaire d'un géant du cinéma plane dessus et que par voie de conséquence, d'aucuns y projetteront leurs fantasmes et la haute opinion intellectuelle qu'ils ont d'eux-mêmes avant de voir l'objet film tel qu'il est. Je parle bien sûr de Desierto. Con Gael García Bernal. Pur survival qui ne susciterait guère un enthousiasme préfabriqué ou une détestation aveugle s'il n'était réalisé par Ronas Cuarón, fils du gigantesque Alfonso. La réalité, c'est qu'une fois la filiation oubliée, la seule profession de foi du film, tellement à contre-courant des dictats actuels, suffira probablement à le juger de haut. Mais en même temps, comment pourrait-il en être autrement quand on a littéralement affaire à un survival pur jus, un vrai, un intègre, c'est-à-dire un film conscient du genre qu'il investit, des thématiques implicites que ce genre sous-tend et de l'épure scénaristique qui en est probablement le principal fondement. L'histoire elle est toute conne de Desierto, hein. T'es au début du film avec une dizaine de migrants qui sont amenés par un passeur, leur camion
tombe en rade en plein désert, disent on n'a pas le choix, faut qu'on aille à pied, mais on va passer par le coin le plus dangereux pour rejoindre les États-Unis. 3 minutes après, t'as Jeffrey Dean Morgan, qui est un mec avec son clébard dans sa bagnole, il est en train de chasser un lapin, il comprend qu'il y a des migrants qui sont en train de passer, il va carrément se foutre sur un piton rocheux là, il prend son gun, son snipe, et il en bute la moitié. Mais hardcore! Boum dans la tête sans pitié! Et là tu fais, what the fuck quoi! Puis les 5 autres se barrent, et c'est tout. C'est du pur survival. Déjà, cette conscience absolue du genre et l'amour du cinéma que le film porte de bout en bout, à l'heure des blockbusters explicatifs à rallonge et des dramas aux messages assénés à coups de massue, suffira à en balayer la portée sur l'autel d'un anachronisme que ce monde ne supporte plus. Alors imaginez ce que ça peut donner quand le contexte choisi, celui des migrants mexicains, n'est pas volontairement traité de façon pamphlétaire, verbeuse ou outrée, mais simplement comme prétexte à appuyer les thèmes existentiels du survival qui questionnent la condition humaine et donc dépassent la seule considération séculaire des immigrés clandestins aux États-Unis. Forcément, c'est une pilule difficile à avaler pour les tenants d'un cinéma moral et ou politique à vocation essentiellement discursive. Je pense que le film va se faire taper parce qu'il n'a pas cette espèce de traitement indigné et faussement intellectuel sur un sujet de société, tu comprends, qui est important, les pauvres migrants. Il se débarrasse de tout ça. On est dans la mise en scène est porteuse de sens, le genre, son contexte, son cadre, son porteur de réflexion existentielle sur la condition humaine, et c'est tout. Si derrière tu en rajoutes des caisses, ce qui était par exemple la seule erreur que pour moi de The Revenant, c'était l'onirisme allégorique qu'on va te mettre derrière et qui ne fait qu'être redondant par rapport à ce que tu poses là, bam, tu l'as posé. Et ça te pousse à toi-même construire le sens du film. C'est ça qui est intéressant dans ce film. Ça te dérange et tu te poses des questions. ¿Quién es? ¿La negra? No. Mais c'est justement cette démarche radicale que le réalisateur rapproche avec humilité de celle de Duel ou de Runaway Train, qui devrait susciter l'enthousiasme des amateurs de cinéma de genre et de certains geeks qui n'ont pas oublié ce qui conditionnait cette appellation. Desierto a beau avoir 1 ou 2 plans symboliques de trop, 1 ou 2 dialogues de trop, quand bien même il confine déjà au minimalisme verbeux et allégorique, il est un survival purement sensitif, viscéral et en cela universel, comme on en fait peu aujourd'hui. Un survival noir comme l'enfer, où l'humanité éphémère, prompte à se sacraliser, s'agite en tournant en rond dans une nature hostile et éternelle qui la domine, mais qui parvient au prix d'une résilience douloureuse à survivre. Le jeune Cuarón aurait eu davantage de maîtrise scénographique et plus d'audace de mise en scène dans les passages obligés qu'il respecte à la lettre que Desierto aurait touché au sublime. On ne peut pas juger un film, certes, que par ses intentions, la fabrication compte aussi, mais à l'heure aujourd'hui où non seulement les fabrications sont souvent catastrophiques, en plus au service de discours immondes, d'avoir un mec qui a une vraie envie de cinoche, un vrai truc à défendre, bah j'ai pas envie de pinailler. Pour le féru de survival, on dira qu'il reste dans les clous de bout en bout et qu'il manque un peu de lisibilité. Mais la démarche d'aller tourner dans l'enfer qu'il filme, les références prestigieuses dont il s'inspire, l'envie ressentie à chaque image de revenir, comme papa, à un cinéma d'artisan qui ne communique qu'avec son langage propre et qui assume totalement ses intentions radicales, tout cela m'inspire un vrai respect. C'est un film qui ne sacrifie jamais sa démarche, sa profession de foi sur l'autel d'une pseudo-moralité indignée qui est caractéristique du monde de l'entertainment dans lequel on est aujourd'hui. Et ça fait plaisir de voir un mec qui ne succombe pas à ça. Et c'est pas parce qu'il est transgressif qu'il est intéressant, mais c'est parce qu'il prend la hauteur, quoi, justement, au-delà de ses clivages à la con. Et puis cette preuve aussi qu'avec 2 balles 50 et juste une bonne idée, un bon contexte, tu fais un truc qui est mortel. Desierto, avec son petit budget et ses maladresses, a finalement plus d'envie et de générosité que tous ces bidons de lessive enrobés de PQ à 200 patates qu'on nous jette en pâture et sur lesquels tout le monde se précipite comme des mouches à merde. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Welcome to the land of the free.
continue cette émission avec un film qui n'est pas du tout un survival, mais dont la démarche est similaire à celle de Desierto, à savoir un tout petit film de genre sans prétention, mais qui par son respect des codes et d'excellentes idées de mise en scène, parvient à devenir plus intéressant qu'il n'y paraît. Je parle bien sûr de Cop Car. Cop Car. C'est un peu nul comme titre, hein. Je le dis vite fait quand même. Hein. Good. Good. Thriller à petit budget qui s'inscrit dans une veine noire et burlesque à la frère Cohen, totalement assumée, et qui débarque direct en DVD. Donc si vous êtes un gros bouffeur de torrent égoïste qui s'est déjà farci le film parce que ça fait 8 mois qu'il est sur le net, s'il vous plaît, donnez-lui une petite pièce. No way. Thriller minimaliste réalisé par John Watts, à qui l'on doit le pas nul Clown, Cop Car a un concept tout con. Dans le trou du cul du Colorado, deux chiards inconscients qui font une fugue tombent sur une bagnole de flic paumée en pleine nature et décident de la dérober. Of course, son propriétaire, incarné par Kevin Bacon, est un flic psychopathe qui était venu là enterrer une de ses victimes et qui panique vu qu'un autre cadavre se trouve toujours dans le coffre. On se croirait déjà dans une digression de Fargo ou de 100%, et la mise en scène, tout en travelling délicat et en long plan symbolique, qui prend le temps de poser son univers et ses protagonistes, finit d'appuyer la référence. Moi j'ai adoré le début du film, j'ai vraiment adoré. Le film commence étendant juste des insultes. Ass face. Ass face. Et il marche dans cette nature, la caméra les suit en travelling, tu vois, et puis évidemment arrive jusqu'à une espèce de grillage, de barrière, tout ça, ça a un sens. Tout ça, c'est déjà extrêmement symbolique de cette frontière que ces gamins vont franchir. Et ce sont des mécaniques que les Cohen utilisent systématiquement. Le film ose même, un peu trop grossièrement certes, ce savant mélange entre ultra-violence et ironie burlesque, si caractéristique des personnages et des situations cohéniennes. À tel point qu'en l'absence d'une profondeur philosophique que les Cohen appliquent brillamment à l'absurde de leur situation, le dernier tiers de Cop Car fait figure de gimmick référentiel et touche à ses limites. Sans doute aussi parce que ce troisième acte moins inspiré gravite autour des personnages adultes et oublie les deux enfants, jusque-là héros du film et vecteurs d'une profession de foi fascinante. Celle d'imaginer tous les possibles, surtout les plus stressants, avec deux gosses littéralement plongés dans un monde d'adultes dangereux. Tout le suspense et l'angoisse distillés brillamment dans le film tient dans ces instants montés en crescendo où il manipule inconsciemment le véhicule, où il joue avec les armes qui s'y trouvent, sans que l'on ne sache jamais quand l'accident va se produire. On 3. 1. 2. Aim for the best. 2 1/2. 2 3/4. Now. À défaut d'être toujours original, puisque vous l'aurez compris, il y a aussi du Stand By Me là-dedans, John Watts a une conscience aiguë de sa mise en scène, et c'est à travers elle qu'il réussit parfois à s'émanciper de ses modèles pour révéler un vrai talent personnel. Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas foutu sur les nerfs avec un plan interminable, et stressant parce qu'interminable, sur un mec qui galère à braquer une caisse en essayant de soulever le bouton de portière avec son lacet. Ça a l'air con dit comme ça, mais dans le film, c'est limite un morceau de bravoure. Limite, j'avais envie d'arrêter mon DVD à un moment donné, parce que ça te stresse. L'espèce de gestion de la longueur des plans, des bons choix de cadre pour te faire flipper sur comment ça va se produire, à quel moment ça va partir en sucette, c'est super malin, avec 3 fois rien. Avec 3 fois rien. Bref, Cop Car pêche parfois par son trop-plein de références littérales et par un bon concept qui ne sait pas vraiment comment se conclure, mais à l'instar de Desierto, il y a constamment une envie de cinéma et le désir de revenir à ses fondamentaux sensitifs à travers une vraie réflexion sur la mise en scène. Et c'est ça, en ça pour moi qui se rapproche de Desierto, c'est vraiment c'est des petits films avec des mecs qui rendent leurs films intéressants parce qu'ils ont compris la puissance de la réal, c'est tout, ils ont pas de thunes. Franchement, Cop Car, c'est même limite encore plus cheap que Desierto, là, pour le coup, c'est 3 acteurs, une bagnole, une route, quoi. Il arrive à rendre ça captivant, à rendre ça intense, à créer des situations que moi, j'avais pas souvent vues dans des films, et qui te créent une vraie bonne tension. Et ça, aujourd'hui, ça se trouve plus souvent en vidéo et à la télé qu'au cinéma. Encore une fois, vous savez ce qu'il vous reste à faire. That's right. Parce qu'on en a besoin, l'air de rien. Hein? Sinon, on se tapera tâcheron sur tâcheron, quoi. Ils vont essayer de faire du fun, parce que je leur dis, on peut faire que ça, tu comprends? Chier. J'en ai marre, en fait, de ce discours-là. Le discours des mecs qui passent leur temps à dire, j'ai pas le choix, parce que si, parce que ça, donc t'es obligé de rentrer dans le moule. Ouais, ben non. I knew it.
Tu peux toujours te démerder. À partir du moment où t'as une bonne idée, à partir du moment où t'as quelque chose, tu peux toujours trouver 2 millions, 1,5 million pour faire ton truc, 700 000 si t'as pas le choix. Mais avec tes putains de 700 000, tu vas faire quelque chose que tu vois plus. Et ça suffira à peut-être donner envie à d'autres d'aller dans cette voie, quoi. Putain, tu te casses, quoi, tu fais pas chier. Alors moi j'attendais celui-là, pour une seule raison. Mike Tyson, Donnie Yen. Bon. Dans le film, ça dure 3 minutes. Et il n'y en a aucun qui gagne. Et ça m'énerve un peu parce que j'espérais que Donnie Yen mette une branlée totale à Mike Tyson. C'est Mike Tyson qui a dû dire ça. Hein, il a dû dire moi je veux bien faire le truc, mais alors je suis gentil. Alors j'ai une femme, j'ai un homme fag. Et puis je perds pas. C'est nul. Fallait y aller vénère, quoi. Hey, how you doing? 我想拎返個氣球落嚟啊！ Pour finir, on quitte les petits films fauchés qui n'exploseront pas le box-office pour un gros blockbuster pété de thunes, énorme carton dans son pays d'origine et que j'attendais impatiemment à la vue du combat homérique qu'il promettait et qui s'avère, le film, pas le combat, ma foi, fort sympathique. Je parle bien sûr de Ip Man 3 de Wilson Yip avec mon petit Donnie Yen préféré. 真係冇咗你唔得咩？ Mais bon, y a que du bridé là-dedans, ils se ressemblent tous, et en plus René, moi je comprends pas ce qu'ils disent. Du coup, ça sort en direct ou DVD, sans se poser de questions. Et pendant ce temps, sur grand écran, nous, on a droit au Visiteur 3. Que les choses soient claires, parangon du kung-fu flic populaire en Chine, Ip Man 3 n'est jamais aussi impressionnant et galvanisant que les deux premiers opus, en particulier le premier Ip Man, déjà réalisé par Wilson Yip, et probablement l'un des sous Gong Fei-hung les plus réussis des 10 dernières années. Moi je préférais de loin le premier Ip Man. Voilà, c'est tout ce que j'avais grosso modo à dire. Parce que là je suis mal à la tête là d'un coup. Alors... Comment ça on tourne du vide? Ici, à trop vouloir en faire sur tous les tableaux, trop de drama lacrymal, trop de fight bigger than life, trop de sous-intrigues, ce qui était au demeurant un pur film de kung-fu carré a désormais des velléités opératiques et une amplitude qui nuit clairement à son efficacité. Je n'irai pas reprocher à ce qui est devenu un énorme film populaire de vouloir ratisser large, brassant reconstitution historique, tragédie familiale, mythologie martiale, biopic et j'en passe, mais au final, Ip Man 3, malgré certaines fights intenses qui en constituent la raison d'être, ne sait pas sur quelle partition cinématographique jouer. Mais c'est un film spé, hein, Ip Man. Alors déjà, moi je l'ai pas aimé quand je l'ai vu la première fois. Le film il ne dure que 1h40, j'ai l'impression qu'il durait 2h30. Et à ce côté, on veut tout d'un coup tout faire. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devient presque du kung-fu flic bourgeois, un peu trop riche par rapport à ce que c'est censé être, quoi, tu vois. Il n'a pas cette intelligence d'un Tsuark qui questionne véritablement de manière politique l'histoire en filigrane à travers le parcours de Hong Fei-hung. Là, t'es dans une espèce d'agiographie over-lacrymale par moment, avec des intrigues de série B, des bad guys de série B, quoi. Après, ça n'empêche pas que, bon, il y a quand même des velléités, tu vois, comme ce combat dans un escalier où la caméra, elle surplombe le truc, elle suit les mecs tout en quasiment en plan séquence pendant qu'ils fight dans un escalier. Il y a des trucs pas mal. Voilà. Mais c'est pas... Mais en même temps, c'est pour cette même raison, pour ce trop-plein d'envie bigarrée, d'outrance dans la cruauté comme dans la niaiserie et de porte-nawak structurel, que j'ai une affection toute particulière pour le film et pour ce genre en général. Malgré sa superbe production design, sa lumière magnifique, ses chorégraphies modernes, comme ses soumissions à certains dictats marketing actuels, Ip Man 3 me rappelle tous ces petits films de kung-fu old school qui narraient ces mêmes rivalités d'école martiale, ces mêmes rapports humains codifiés, cette même vision hagiographique de personnages légendaires, cette même croyance sacralisée en l'art martial comme ciment des mythes. Et quelque part, il y a là des codes et des conventions qui traversent les âges sans changer, sans se soumettre à la médiocrité ambiante et que je trouve rassurant. Il n'y a
Ainsi, strictement rien de nouveau dans Hitman 3, mais on y ressent l'amour de ce genre, le respect de son héritage et une vraie humilité dans le spectacle offert aux spectateurs. Il y a cette espèce de charme. Ce que j'aime moi là-dedans, c'est que malgré tous ses défauts, c'est jamais puant ces films. C'est jamais médiocre. Alors c'est too much des fois dans certains trucs, mais c'est touchant. De tous les Donnie Yen récents, souvent plombés par une approche purement mercantile, Hitman 3 est étonnamment celui qui succombe le moins aux sirènes du modernisme vindicatif, s'ancrant dans un vieux moule dont il n'actualise guère que la mise en scène et le montage. C'est en cela qu'il n'est pas si éloigné des deux petits films précités. Et puis j'aime bien, d'autant que tous les mecs qui font les chorégraphies, alors il y a des nouveaux, mais tous les mecs qui font des chorégraphies de combat, toute la clique des Yuen Whooping et tous les Liu Chiang et tous ces mecs qui ont fait la renommée du cinéma martial hongkongais des années 70, 80, 90, et ouais, bon maintenant ils ont 70 balais, ils sont en fin de vie, et donc c'est toujours touchant de voir des mecs qui rendent hommage à ces types-là, et je sais pas ce que donnera la nouvelle génération, mais en tout cas, il y a pas, tu sens déjà dans les nouveaux polars, dans les nouveaux trucs, où il n'y a pas ces mecs-là, c'est beaucoup plus mercantile, c'est beaucoup plus nombriliste, c'est beaucoup plus médiocre. Il n'y a plus ce ciment mythologique qui est l'art martial et tout ce qu'il implique en termes de valeur, et que ces mecs-là tenaient. Ses maladresses ont beau lui sauter au visage, certains partis pris ont beau être indéfendables, sa profession de foi et son amour évident pour ce qu'il met en scène me semblent profondément attachants. Et puis je le répète, ce nouvel opus a pour lui deux choses fondamentales, une fight improbable entre Donnie Yen et Mike Tyson, dont le charisme de moule et l'acting inexistant ne feront pas oublier Karim Abdul-Jabbar, c'est une certitude. Et ce qui est génial, c'est pas tant le pauvre dans les dialogues qu'on lui donne à faire, parce que c'est des bâtards. il arrive face à Donnie Yen. Let's see who fists are the fastest. Who has the fastest fist? Et comme il zozote comme un porc. Le pauvre gars, tu vois le truc, tu dis oh non les mecs, vous l'avez pas aidé. Seems to me that your Wing Chun fist is fastest. Mais le pire, c'est pas ça. C'est quand on lui demande de faire des réactions pendant le combat. Une espèce de sourire ou des trucs genre. T'es là, tu le regardes, tu fais non, il faut faire. C'est pas possible, ça passe pas du tout. Et une scène absolument dantesque dans laquelle notre légendaire prof de Wing Chun se la joue qu'adore du cha-cha. Rien que pour ça, encore une fois, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Elle est belle, non? Elle est bien. Elle est bien, non? Comme ça, là. Bonne sortie de champ. On se prend la tête, hein? Ah, ça se fait pas comme ça, une émission, là. Qu'est-ce que tu crois? Bon, alors c'est bon? Opération Frisson, c'est terminé. Je peux pas dire give me the DVDs, you punk motherfuckers, puisqu'on nous les envoie plus et ça m'énerve. Je vous rappelle, là, pour une fois, on a 3 petits films, mais qui méritent vraiment d'être vus. Allez défendre ça, plutôt que d'aller voir des grosses machines, où de toute façon, vous y allez et vous ressortez systématiquement en disant que c'était pourri. Alors autant aller regarder Desierto au cinéma, Cop Car en direct ou DVD, et Hitman, si vous voulez voir vraiment ce que sont des fights. Sur ce, je vous dis rendez-vous le mois prochain. Je ne sais pas ce qu'on traitera. Peut-être Civil War si on n'a pas le choix. Ça me ferait quand même bien chier, mais peut-être Civil War. Et sur ce, je vous laisse sur un très très grand moment de chorégraphie.